Je vous propose de commencer. Je vais avoir 4 parties dans mon exposé. Je vais m'adresser à vous d'abord comme directeur scientifique du CNESCO et comme chercheur. Et puis la dernière partie sera plutôt faite d'exemples, de pistes pour la formation. Et là, ce sera une casquette un peu plus ex-formateur et un peu moins fondée, j'allais dire, scientifiquement, mais en même temps intéressante, ou en tout cas je l'espère, pour des formateurs en termes de pistes, justement. On a hésité longtemps sur le titre. Donc j'ai choisi celui-ci, mais en fait, dans quoi de nouveau sur l'enseignement des nombres et du calcul au cycle 3 ? Je crois que c'est surtout le cycle 3, puisqu'il y a un moment quand même, enfin pas historique, parce que ça a déjà été tenté de mon point de vue, à la fin des années 90, quand il s'agissait d'utiliser au mieux les évaluations d'entrée en 6e. Je crois qu'il y avait un élan à ce moment-là qui était assez intéressant. Et en tout cas, là, l'opportunité qui vous est donnée, qui nous est donnée de travailler entre des enseignants du premier degré et ceux du second degré, est à mon avis est tout à fait intéressant. La deuxième chose reprend un petit peu le deuxième point sur lequel je dirais qu'il y a du nouveau, enfin, ce qu'on peut attendre de nouveau, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre d'un certain nombre d'avancées de la recherche, qui font presque l'unanimité dans le domaine de la recherche et qui ne sont pas passées encore dans les pratiques d'enseignants. J'allais dire tout simplement parce qu'on n'a pas encore complètement franchi le cap, et vous l'avez entendu dans les propos de Michel Fayol ce matin, à mon avis, entre des perspectives, des postures d'enseignants qui sont tournées du côté de l'apprentissage. Et donc on est encore, et ça c'est un phénomène, j'allais dire, culturel, historique, qui va mettre longtemps à s'installer, mais en tout cas, et c'est un des apports d'ailleurs de la conférence de consensus, à mon avis, du CNESCO, c'est justement d'avoir éclairé ces différentes stratégies d'apprentissage des élèves, d'avoir éclairé des moments clés comme ceux que vous a rappelé Michel Fayol ce matin. Et c'est à vous, à nous, maintenant, d'en tirer le meilleur pour essayer de les décliner en termes d'enseignement. Et ça, c'est une autre histoire, compte tenu des difficultés que chaque enseignant a dans sa classe à gérer. Parce que dans une classe, effectivement, il n'y a pas que des mathématiques qui sont en jeu. Quelques mots avant de commencer pour présenter le CNESCO, que vous connaissez tous, mais dont je vais détailler un petit peu plus les activités. Donc, le CNESCO a été créé par la loi de refondation donc, du 8 juillet 2013. Et le CNESCO a 3 principales missions. Donc, une mission d'évaluation, une mission de diffusion et une mission d'expertise. Donc il s'agit pour lui, de façon indépendante, d'évaluer le fonctionnement et les résultats du système scolaire. Donc vous allez voir comment est-ce qu'il a déjà effectué comme mission se rapportant à ce pôle. La diffusion, et ma présence ici rentre dans ce cadre-là, et l'expertise que nous allons commencer dans le cadre d'un rapport sur l'analyse des cadres de référence de PISA Teams, puisque je vous rappelle que les résultats de PISA 2015 vont être rendus publics en décembre 2016, juste à la première semaine 2016, et que pour la première fois depuis 20 ans, la France est rentrée dans une évaluation que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle TEAMS, qui avait eu lieu en 1995 pour les terminales dites les terminales scientifiques, et pour la première fois, la France y participe au niveau du CM1, comme l'évaluation internationale PEARLS en lecture. Donc le CNESCO, dit qu'il serait intéressant de travailler sur les méthodologies de ces 2 évaluations, à la fois d'un point de vue statistique et d'un point de vue didactique, pour essayer de voir un petit peu quels étaient les contenus de ces 2 évaluations. Alors, pour remplir donc ces missions, 4 grands champs d'activité, donc des rapports. Alors, il faut savoir que le CNESCO travaille à une relative petite unité et travaille avec un grand nombre de chercheurs. Vous avez un petit peu les détails du CNESCO dans la brochure qu'on vous a remise à l'entrée. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, le CNESCO travaille avec presque 200 chercheurs qui lui permettent notamment de publier des rapports dans un certain nombre de domaines assez larges. Le prochain rapport qui va être publié est un rapport qui touche un sujet que Michel Fayol a abordé ce matin, qui touche les inégalités sociales à l'école. Et je rajouterais d'origine migratoire. On a essayé de se pencher sur ce problème que Michel a évoqué comme un problème assez spécifiquement français. Et on a essayé de creuser
de nous interroger, d'interroger une vingtaine d'équipes de chercheurs sur ces questions-là. Donc ce rapport sera publié, ou en tout cas diffusé le 27 septembre, je crois, en tout cas à la fin du mois. Deuxième rapport donc, va être publié et se portera donc sur la comparaison PISA-Teams. Et entre-temps, on est en train de finaliser un rapport sur l'attractivité du métier d'enseignant, qui est quand même aussi au cœur de notre préoccupation française. Deuxième type d'activité, les conférences de comparaison internationale. Donc là, l'idée, c'est de nous interroger sur le système français à l'éclairage international et de faire rencontrer les chercheurs internationaux avec des décideurs français pour ensuite, d'ailleurs, continuer pour ensuite enclencher une dynamique qui permettrait de suivre des évolutions qui sont suggérées par le CNESCO. Donc la dernière conférence de comparaison internationale a porté sur l'enseignement professionnel. Elle a eu lieu en mai de cette année et la prochaine aura lieu théoriquement je dis théoriquement parce qu'on est encore en train de réfléchir à notre programme d'activité, mais sur le décrochage. Et elle aurait lieu à l'automne 2017. Conférence de consensus, eh bien, 3 conférences de consensus ont eu lieu. Donc, la première sur le redoublement en janvier 2015, la deuxième sur la numération en novembre 2015, et la troisième a eu lieu en lecture, ici même à Lyon, au printemps, en mois de mars. Et donc, nous préparons la prochaine qui aura lieu, elle, sur la différenciation pédagogique, qui aura lieu en mars 2017. Voilà. Et puis pour terminer, donc les forums, qui sont des débats citoyens que le CNESCO co-organise en région, autour des résultats donc, de la recherche, en essayant cette fois de nous adresser, si les rapports ont une diffusion très large, les conférences de comparaison internationale plutôt orientées vers les décideurs, les conférences de consensus plutôt orientées vers les acteurs de l'éducation nationale et les parents, et là les forums sont plutôt orientés vers les citoyens, c'est-à-dire on essaye d'aller un petit peu au-delà de l'institution éducation nationale. Voilà, donc si vous voulez vous rendre sur le site, je vous encourage vivement parce que nous avons un magnifique site qui vient d'être rénové, c'est la V2. Et donc vous trouverez absolument toutes les productions du CNESCO, toutes. C'est-à-dire si vous prenez l'exemple de la numération, ça va évidemment des recommandations, c'est la colonne de gauche, donc avec les 4 rapports scientifiques, j'y reviendrai, et ensuite toutes les conférences disponibles donc en vidéo, des chercheurs qui se sont exprimés pendant les séances publiques. Et puis d'autres ressources sont disponibles aussi, dont celles que vous avez entre les mains, c'est-à-dire le dossier de synthèse et les recommandations du jury. Voilà. Et donc on continue le travail de diffusion, puisque mon intervention, comme celle de Michel ce matin, se place donc dans un contexte de diffusion des recommandations de la conférence de la numération sur la numération, avec peut-être une nuance, une direction légèrement différente de celle de Michel Fayolle, puisque je vais essayer, moi, de jouer la carte de l'interface entre la recherche, les recommandations du jury et votre métier de formateur, c'est-à-dire peut-être en pensant plus enseignement et formation que apprentissage des élèves. Alors, les 5 questions sur lesquelles je vais essayer d'apporter des éléments de réponse donc, consistent à faire le point sur les acquis des élèves donc, dans le domaine des nombres et du calcul, essayer de présenter, souligner les principaux apports de la conférence de consensus sur la numération, donc co-organisée par le CNESCO et l'IFE-ENS de Lyon. Il me semble que l'occasion était trop belle. Je dis trop belle au sens où vous êtes enseignant du premier degré, enseignant du second degré. Moi, je suis ni IEN du Rhône, ni IAIPR de mathématiques de l'Académie. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion de parler d'objets que vous manipulez d'un côté et de l'autre, et sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Je voudrais absolument essayer de vous expliquer l'intérêt de faire du calcul mental,
Alors dit comme ça, vous allez dire oui, ça fait longtemps qu'on entend parler, mais on va essayer d'y revenir et puis vous donner peut-être... vous savez, je vais revenir sur ce que j'ai entendu ce matin. Ce qui est intéressant quand on écoute quelqu'un comme Michel Fayolle, et j'espère que vous en prendrez aussi un peu dans mon propos, c'est la mise en mots en fait, d'un certain nombre d'idées qu'on manipule tous les jours dans notre métier. Donc on est éclairé par un certain nombre de recherches. Et puis aussi, on a aussi une façon de les dire. Quand je me suis engagé dans la recherche, c'était pour essayer d'éclairer mes propres pratiques, comprendre en quoi elles étaient génériques ou singulières. Et en fait, l'engagement dans la recherche permet de mettre en mots des concepts. Alors on se dit, bah oui, c'est exactement ça ce que je voulais dire, ou bien j'avais pas pensé, mais au moins on sait le dire. Et quand on est en formation, c'est des choses, on a une espèce de filet qui permettent justement d'avoir des raisonnements un peu plus étayés que je pense que c'est bien pour vous. Voilà. Donc je vais essayer de vous apporter des éléments de formation un petit peu scientifiques sur le calcul mental. C'est là où on fera une pause, puisque la fin sera plutôt des pistes pratiques, j'allais dire, pour la formation en termes de modalités et de contenu. Et donc ça, je vous propose, je trouve que c'est peut-être éventuellement même un moment favorable pour l'échange. Voilà. Alors, premier point, acquis des élèves dans le domaine des nombres et du calcul. Donc, pour répondre à cette question-là, je vais m'appuyer sur des apports de la recherche, un certain nombre donc, de choses qui ont déjà été établies, sur des enquêtes que nous avons menées, enfin, je dis nous, là pour le coup, c'est l'ADEP, c'est-à-dire quand j'étais plutôt du côté direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Et puis des résultats de mes propres recherches. Il y a été fait allusion tout à l'heure. J'ai mené une expérience qui est pour l'instant assez isolée en France, puisque c'était une expérience de formation centrée sur l'évaluation et qui concernait à grande échelle, c'est-à-dire 2 fois 3000 élèves. Et donc il y a des résultats dont je vous ferai part et qui me semblent assez intéressants à reprendre quand on est en formation. Voilà. Alors, ça, voilà. J'allais dire, je commence par ça. C'est un diagramme que nous, que les inspecteurs, que les IEN connaissent tous. Je ne sais pas quelle est votre connaissance de ce type de graphique. Donc c'est CEDRE. Vous connaissez tous CEDRE. C'est un graphique donc, qui est issu des résultats d'une évaluation qui est menée par l'ADEP dans un cadre de cyclique. Donc ce sont des évaluations, là, pour le coup, qui portent sur les mathématiques. Le premier cycle a été fait en 2008 et il y en a eu un deuxième en 2014. Et donc on s'aperçoit que le résultat, en tout cas par groupe de niveau, donc ce sont des groupes de niveaux faits avec une échelle, une double échelle statistique de compétences, je ne vais pas rentrer dans la construction de l'échelle, mais en tout cas, on s'aperçoit que grosso modo, les résultats sont stables entre 2008 et 2014, avec toujours environ 40% d'élèves qui sont en difficulté, voire en très grande difficulté, et puis, au contraire, à l'autre bout, une trentaine de pourcents d'élèves qui sont plutôt en situation de réussite. Si on regarde les résultats comme ça, on peut ne pas s'en réjouir. 40% d'élèves en difficulté à la fin de l'école primaire selon CEDRE. C'est le thermomètre utilisé par ce type d'évaluation qui mesure ça. Ça veut dire 4 élèves sur 10 qui n'ont pas, selon l'évaluation, les acquis, les compétences, les connaissances suffisants pour suivre une scolarité correcte au collège. Je crois qu'il y avait une note d'information qui finissait à peu près sur ces termes-là. Ce qu'on peut remarquer, ça je vous renvoie à une note d'information, donc la DEP, si vous la connaissez, ou si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller en ligne, vous trouverez une note d'information sur ce CEDRE 2014 en maths. On a juste des disparités qui augmentent entre 2008 et 2014, avec des filles qui sont plus nombreuses dans les groupes faibles, moins nombreuses dans les groupes forts. Et 2 éléments qui confirment tout ce que PISA nous dit, c'est-à-dire que dans les écoles en éducation prioritaire, le nombre d'élèves en grande difficulté augmente. Donc il y a un accroissement de ces élèves en grande difficulté. Et la deuxième chose, c'est que, la deuxième chose, c'est assez lié, mais en tout cas, sans parler d'éducation prioritaire, mais avec une mesure d'indice moyen socio-culturel des élèves, on s'aperçoit que les scores moyens, donc des écoles socialement défavorisées, baissent. Donc, ça, c'est un point d'alerte. Et le deuxième point d'alerte, c'est que les difficultés qui existaient, alors on ne peut pas dire les choses comme ça, ce n'est pas une étude longitudinale auquel faisait allusion tout à l'heure Michel, c'est-à-dire que c'est un travail avec des cohortes différentes. Donc, en tout cas, quand on fait le même type de mesures en fin de collège, on s'aperçoit que les écarts
se sont creusées, donc les difficultés se sont accrues. À quoi on voit que les difficultés se sont accrues? Les barres grises, c'était les répartitions en groupes de compétences en 2008 et les barres mauves en 2014. Et vous voyez qu'à la gauche de votre écran, les barres mauves dépassent maintenant les barres grises. Donc on a bien ici un accroissement, et ce qui se manifeste par le fait que 47,3% dorénavant des élèves qui quittent le collège sont estimés en difficulté en mathématiques. Un élève sur deux, presque. Et à l'opposé, là pour le coup, on a un système, quelque chose qui évolue défavorablement, c'est-à-dire que là, on a une baisse des élèves en situation de réussite. Alors en soi, c'est déjà, il me semble, suffisamment alarmant pour qu'il y ait une conférence de consensus, 2 conférences de consensus, de la formation continue sur les mathématiques qui serait redoublée, renouvelée. Bon, on va essayer de s'interroger avec les moyens qu'on a sur ce qu'on peut faire, à chacun à son niveau. La dernière chose que je voudrais dire, et ça va être, je l'ai dit, c'est l'objet de notre prochain rapport, c'est que ce que dit PISA, c'est qu'on a un certain nombre d'élèves en difficulté, mais ce qu'il dit, c'est confirmé à peu près, enfin avec les mêmes tendances que celles de CEDRE. Ce que dit PISA, c'est que la France apparaît comme le pays où justement la performance scolaire est la plus corrélée au milieu socio-économique des enfants. Et là, et en plus avec un accroissement de cette corrélation. C'est-à-dire qu'entre 2003 et 2012, si vous regardez, donc je ne les ai pas apportés ici, mais les graphiques justement qui mesurent cette corrélation, la France a chuté, là pour le coup, dans le classement. Si elle n'a pas vraiment chuté en termes de classement moyen, de score, elle a chuté dans cette échelle de performance en équitabilité. Alors, moi, je vais partir sur deux hypothèses qui vont fonder la première partie et la deuxième partie d'ailleurs de ma présentation, et qui va se raccrocher très bien à un certain nombre de choses qui ont été dites ce matin. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'élèves qui se présentent en difficulté, plus ou moins grandes, mais voire très grandes. Ça, on les a identifiés. Alors pas assez tôt peut-être, mais ils sont identifiés. Et il y a une deuxième catégorie d'élèves, ce sont des élèves qui savent faire un certain nombre de tâches, mais pas toujours. Ça veut dire que si on change de nombre, si on change la taille des nombres, si on change la nature des nombres, si on fait varier le contexte d'utilisation, ces élèves-là ne savent plus faire les tâches qu'ils savaient faire auparavant. Moi, j'ai deux grandes hypothèses là-dessus. C'est que la première, c'est qu'une réussite opératoire peut masquer une conception insuffisante des nombres entiers. J'allais dire un peu comme tout à l'heure, Michel vous expliquait qu'une performance verbale pouvait cacher finalement un niveau mathématique insuffisant quand il parlait de la chaîne des nombres. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour rajouter un zéro dans la partie décimale d'un nombre décimal pour le comparer à un autre nombre pour avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale, ça peut permettre de comparer deux nombres décimaux. Est-ce pour autant que l'élève a compris et a conceptualisé l'écriture décimale pour écrire des nombres décimaux? Rien ne le garantit. Et donc, quand on estime qu'un élève sait comparer deux nombres décimaux parce que simplement il a rajouté un zéro à droite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il a réalisé l'item de l'évaluation, ou il a réalisé l'exercice en classe. À quelle construction du nombre ça renvoie? C'est difficile de le dire, en tout cas sur la réussite d'un tel item. Et la deuxième chose, c'est que, je vais vous le montrer, et ce n'est pas une spécificité pour le coup ça, du cas français, les élèves ont des difficultés à apprendre le nombre décimaux. Donc ça a été redit dans la conférence de consensus par les chercheurs internationaux qui étaient invités. Et la deuxième hypothèse que je formule, c'est que les difficultés qui sont repérées justement sur ces nombres décimaux peuvent traduire justement une conceptualisation insuffisante des nombres entiers, et en particulier de l'écriture décimale. Alors, donc je vais essayer d'en dire un petit peu plus, mais ce qui va guider en fait toute ma présentation, c'est que justement le parti pris et la réponse, donc après analyse que je vais vous présenter, donc des items et des matériaux et de l'analyse de ces matériaux, c'est que justement une certaine pratique du calcul mental,
Pendant longtemps, je disais le calcul mental, et puis par exemple le fait d'échanger avec des praticiens, des chercheurs me fait dire maintenant que c'est une certaine pratique du calcul mental peut favoriser cette compréhension conceptuelle des nombres entiers, décimaux, rationnels, et qui implique, alors là c'est assez intéressant et on va le voir, parce que l'idée que les nombres se construisent sans qu'ils soient mis en jeu par le calcul, c'est-à-dire avec une espèce de découverte progressive en disant on va étudier, on va regarder comment se construisent les nombres, on va les comparer, puis ensuite on va faire des opérations, c'est sans doute moins évidemment linéaire que cela, et l'idée que la disponibilité des nombres dans le calcul favorise la construction des nombres et que la construction des nombres favorise les compétences en calcul, ça semble maintenant assez acquis, et j'y reviendrai un peu plus en détail. Alors, pour répondre à ces questions, pour étayer ces hypothèses, en fait, j'ai tout simplement analysé de façon exhaustive tout le matériel dont je pouvais disposer depuis 1989, voire 87, sur tous les items en calcul qui pouvaient exister, avec l'idée, ça rejoint aussi des tableaux de recherche qu'on a présentés, c'est si on arrive à voir que depuis 20 ans ou depuis 25 ans, les élèves échouent sur les mêmes tâches ou sur les mêmes types de tâches, parce qu'il ne s'agissait pas de s'attacher à un item plutôt qu'à spécifique, il fallait faire des familles d'items, mais si on arrive à montrer que les élèves échouent ou bien ne réussissent pas un certain type de tâches de façon récurrente, c'est qu'on peut se dire qu'il y a des problèmes d'apprentissage et des problèmes d'enseignement. Donc c'est ce à quoi je me suis livré. C'est-à-dire qu'il y a des items dont on voit qu'ils passent bien depuis très longtemps, donc on se dit, bon, ben voilà, soit c'est facile, soit les enseignants maîtrisent ce sujet-là, les manuels aussi, et tout se passe bien, soit ça se passe moins bien, et là on peut se dire, peut-être que c'est vraiment difficile pour les élèves, il faudra vraiment du temps, il faut prendre en compte cette difficulté d'apprentissage, c'est ce dont on va parler pour les décimaux. Peut-être que les pratiques d'enseignement seraient à faire évoluer, et donc que les difficultés inhérentes d'apprentissage se retrouvent dans la classe, et donc finalement on amplifie un certain nombre de difficultés, encore plus quand les élèves sont socialement défavorisés, parce que là les sociologues nous éclairent sur les difficultés d'accès à un certain nombre de tâches. Et donc l'idée était de faire des tris dans ce matériau, qui est encore une fois, qui a été rassemblé de façon quasi exhaustive. Puis donc, je me suis appuyé aussi sur les résultats de l'expérimentation que j'ai conçue et mise en œuvre de 2010 à 2012. Je le dis, alors c'est assez intéressant, c'est intéressant. Il se trouve que c'était intéressant pour aujourd'hui, parce qu'en sixième, j'ai mis en œuvre sur le nombre et les calculs, donc on a travaillé avec des élèves de sixième, et puis ça a été fait plutôt dans l'Académie de Créteil, et on a fait une deuxième évaluation, mise en œuvre, expérimentation, dans l'Académie de Marseille, sur grandeurs et mesures, mais cette fois en CM1, CM2. Et donc aujourd'hui, je me trouvais presque à la confluence de ces deux réflexions. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous montrer comment, ça j'ai découvert que c'était finalement assez peu pratiqué, comment on peut faire du calcul mental sur les nombres, sur les grandeurs et les mesures, sur les mesures en particulier. Évidemment, il s'agissait de prendre en compte les résultats des élèves en fonction des programmes. Donc on peut estimer aussi que les résultats des élèves évoluent parce que les programmes ont évolué et qu'on n'est plus en train d'évaluer quelque chose que les élèves apprennent, enfin au moins dans le cadre de l'école. Il y a des chercheurs qui montrent que moins on enseigne quelque chose à l'école, plus les résultats des items chutent, et plus les items chutent, et plus on a d'arguments pour dire que c'est difficile et qu'il ne faut plus l'enseigner. Donc il s'agissait de regarder ça d'un petit peu près. Et donc, j'ai deux résultats qui confirment un petit peu ce qu'on savait déjà, mais qui permettent d'avoir des résultats un petit peu plus précis. C'est le premier, donc observé sur le calcul mental et sur le calcul posé, notamment compte tenu du temps qui est investi en classe sur ce deuxième type de pratique. Donc, interroge à la fois des pratiques et des enjeux d'enseignement. Donc ça, j'essaierai on pourra en débattre, même si vous le souhaitez. Et la deuxième chose, c'est effectivement que les nombres décimaux posent des problèmes importants pour les élèves en France, et qu'ils arrivent en sixième avec sans doute un bout de chemin qui n'est pas encore parcouru, comme on va le voir sur les résultats. Alors, je reviens très très rapidement sur les tables d'addition et de multiplication. Si vous vous rappelez, j'ai regardé, je ne les connaissais pas, les tableaux qui vous ont été présentés ce matin, et j'étais attentif
au bas des tableaux. Vous avez vu les multiplications qui étaient proposées par 7, 8. Et on voyait que les scores, y compris chez des élèves bons, d'après ce que j'ai compris, là, la colonne de gauche, bon, n'était pas à 100%, alors qu'elle était sur les autres produits. Et là, sur les élèves faibles, enfin sur les élèves, je ne sais pas comment les a qualifiés Michel Fayol, mais en tout cas, on était aux alentours de 30%. J'ai vu ça. Et ça se voit très bien tout au cours des 25 années. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un 7 ou un 8 dans une multiplication ou une division, on a des chutes de taux de réussite. Et ça se voit aussi quand on essaye de faire estimer un ordre de grandeur d'un résultat, puisque évidemment on mobilise ces tables de multiplication. Enfin, s'il s'agit d'un produit qui permet d'estimer l'ordre de grandeur, bien évidemment. Deuxième point de difficulté, les grands nombres entiers. Jusqu'à 1000, quasiment tout le monde sait écrire des nombres. Enfin, au moins tels que les items cherchent à l'évaluer. Sur 10 000, on a quasiment la même chose en sixième. Mais en fait, on a des difficultés pour un certain nombre d'élèves dès qu'on dépasse 10 000. Et il s'avère en grosso modo qu'il y a un quart des élèves qui arrivent en sixième hors éducation prioritaire qui ont des difficultés, et encore plus, donc un tiers pour l'éducation prioritaire. Ça, c'est des résultats qui datent de 2010, à peu près. C'est important, les grands nombres, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est la première fois où les élèves devront faire confiance au système de numération. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je dis on peut imaginer, mais ça, moi je ne suis pas un spécialiste des pratiques, notamment du cycle 2, que les élèves aient manipulé jusqu'à 1000. Je ne sais pas si ça se fait en vrai. C'est-à-dire, est-ce que les élèves comptent 1000 objets? En vrai, peut-être, hein, ça se fait, manifestement, ça existe. 10 000, je ne sais pas, mais au-delà, ça m'étonnerait. Donc, en tout cas, on a un vrai problème là, c'est qu'à un moment donné, les élèves sont obligés, pour se représenter, il n'y a plus le troisième rond, là, on est obligé de passer du nombre à sa représentation symbolique sans passer par une quantité qui serait manipulable ou visible par l'élève. À propos des nombres décimaux, on va retrouver donc des difficultés que vous pouvez avoir rencontrées vous-même dans les classes. Donc qu'est-ce qui caractérise ce que sait faire ou ce que ne sait pas faire un élève à l'issue de l'école primaire? C'est le passage d'une écriture à l'autre. Alors, les scores qui sont indiqués là sont des scores singuliers, parce que je n'ai évidemment pas pu vous présenter toute la batterie d'items qui correspond à ce type de tâche, mais si j'ai choisi celui-ci, c'est que c'est grosso modo l'ordre de grandeur. Donc on est autour de 50% quand il s'agit de passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Donc ça, c'est le 80,4 et le 804 dixièmes, et j'attire votre attention sur le deuxième exemple et le deuxième item, qui est un exemple pour moi, j'allais dire symbolique, à double ou triple, ou je ne sais pas combien de raisons, mais en tout cas symbolique. Il s'agit d'associer, alors on peut s'interroger, on y reviendra tout à l'heure sur la formulation, deux nombres sont égaux, je ne suis pas sûr qu'on dise la même chose maintenant, mais en tout cas, on a 0,25, 0,4, 1,4, et je vais le dire volontairement, 1 trait horizontal 4. Eh bien, ça fait 10 ans, et je l'ai testé, je reteste et je l'ai reproposé dans d'autres académies, 10 ans où il y a à peu près un quart des élèves qui associent 0,25 et un quart comme deux écritures d'un même nombre à l'entrée en sixième. La deuxième chose, c'est que on a un score qui est énorme, enfin une différence de score entre l'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire sur cet item-là, chaque fois. Et la troisième, c'est que dans les évaluations où cet item a été proposé, on a retrouvé à chaque fois plus de la moitié des élèves qui associaient 1,4 et un trait. Alors là, il est oblique parce que vous savez que mettre des fractions dans un PowerPoint, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, trait de fraction, un trait qui sépare le 1 et le 4. Là, on a plus d'un élève sur deux qui confond ces deux écritures-là, enfin qui les associe comme représentant le même nombre. Voilà. Alors je dis que c'est assez intéressant parce que la première, c'est que c'est là où on peut se dire,
Et notamment dans le cadre d'une réflexion au cycle 3, disant, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que le fait que des élèves ne sachent pas associer 0,25 et un quart en deuxième année de cycle, je vais le dire comme ça maintenant, est-ce que c'est véritablement grave, j'allais dire d'un point de vue de l'enseignement, l'apprentissage, enfin de l'enseignement. Est-ce qu'au contraire, et là si on regarde les recherches, et j'y viendrai, on sait qu'il y a tellement de difficultés sur l'apprentissage des nombres décimaux qu'on ne peut pas considérer que finalement arriver à ça en 3 ans pour tout le monde, ça ne serait pas si mal, mais que là, si on part à 1 quart des élèves qui savent le faire, et surtout la moitié qui pense que 1,4 et 1 trait de fraction 4, c'est la même chose à l'entrée en 6e, ça va être compliqué quand même de rétablir la barre. Enfin, sans jeu de mots. Et la troisième chose, c'est que comment on en est arrivé au fait que la moitié des élèves qui passent ces évaluations pensent que le même nombre correspond à une écriture avec une virgule et une barre. Et la barre, elle n'est pas comme celle que j'ai faite, ce n'est pas juste un séparateur horizontal. Il y a bien un décalage spatial, comme dirait, avec un 1 qui est au-dessus et un 4 qui est en dessous. Donc on n'est plus dans une... Enfin, moi j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Hein. Vous l'avez dit, enfin, quand vous m'avez présenté, j'ai été enseignant de collège-lycée pendant 20 ans. Il y avait plein de choses. J'ai mis 10 ans au moins à découvrir des choses que j'ai l'air de présenter comme élémentaires maintenant. Hein. Je dis 10 ans, peut-être 15 même, je ne sais pas. Enfin, longtemps en tout cas. Puis il y a même des choses que je n'avais pas compris avant de faire de la recherche. Donc comprises. Et donc là, en l'occurrence, cette histoire de nombre, on en parle rarement, mais c'est une super rupture. Hein. Les élèves écrivaient de gauche à droite, et là, ils vont écrire de haut en bas, voire de bas en haut. Ça, on en reparlera quand on parlera des fractions et du quotient. Autre chose sur les nombres décimaux, et ça, il faut savoir que ce sont des difficultés qui sont identifiées dans tous les pays. Hein, parce qu'en fait, ce sont des difficultés conceptuelles, des obstacles, c'est-à-dire conceptuels. On appellera ça tout à l'heure des misconceptions, des conceptions erronées, c'est-à-dire qui font partie de l'apprentissage des élèves. J'allais dire, il est presque normal que des élèves fassent des erreurs sur ce type de tâches-là. Simplement, il faut que les enseignants soient capables d'identifier, soient conscients que ça peut se faire, que ça existe, à quoi ça renvoie. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. En tout cas, on a des élèves qui échouent, c'est-à-dire à plus d'un tiers d'entre eux, à l'entrée en 6e, sur des exercices de comparaison. Alors évidemment, dans des exercices de comparaison qui sont défavorables, donc l'exemple que je donne, c'est 150,65 et 150,7, j'y reviendrai. Intercalation, donc on sait que, imaginez qu'un nombre peut exister entre 82,5 et 82,6, ça peut poser un problème à un certain nombre d'élèves, en l'occurrence plus d'un tiers. Et l'encadrement, ça j'étais beaucoup plus surpris, c'est-à-dire un encadrement de 895,53. Alors je crois que ce n'était pas tout à fait présenté comme ça. Enfin, notamment, il faut être très vigilant là, sur le fait qu'on a une écriture présentée comme ça ou une écriture présentée avec une somme d'un entier et d'une fraction décimale. Et a fortiori sous forme d'une fraction décimale. Là, ça, je pense qu'on aurait fait exploser vers le bas les compteurs si cet exemple-là avait été donné avec 89 553 centièmes. C'était même pas la peine de... Mais bon, on peut se dire que c'est une tâche qui n'est pas raisonnable aussi. Bon, toujours est-il que ce passage, parce que c'est bien ça que ça pose, hein, des choses qui marchent pour les entiers ne vont plus marcher pour les nombres décimaux. Donc des élèves qui se sont habitués à faire fonctionner un certain nombre de règles ne se sont pas adaptés aux nouveaux nombres et donc n'arrivent pas à utiliser de nouvelles règles pour faire les tâches, réussir les tâches qui leur sont demandées. Et le dernier point sur lequel... que je veux souligner, c'est tous les exercices de multiplication par 10, 100 et 1000. Non pas que ce soit des exercices techniques intéressants, mais surtout parce qu'ils révèlent les difficultés, de mon point de vue, des élèves sur justement leur compréhension du système décimal. Et si vous regardez les scores, vous vous apercevez que les scores n'ont cessé de chuter. Donc j'ai mis des étapes, mais alors là, c'est typiquement le type d'item qu'on peut quasiment suivre en évolution temporelle, parce qu'ils sont posés à toutes les évaluations depuis des années, tout simplement parce qu'ils sont importants, pas pour le fait de savoir faire, mais parce qu'ils renvoient à une compréhension du système décimal, justement. Donc vous voyez qu'on part de 60% à 20 ans à 30% en gros maintenant. Je me suis permis d'aller puiser dans mes réserves d'une vieille enquête, 87-2007, alors c'est pas 87, rassurez-vous, mais 2007, et ça, j'ai rassemblé
les résultats d'élèves dans une seule classe. C'est-à-dire que l'enquête 87-2007 portait sur la lecture et le calcul. Et donc, sur le calcul, il y avait des items qui étaient, donc vous les voyez, 1,54 multiplié par 1000 et 7,14 multiplié par 100. Donc ça, c'était des résultats d'élèves dans une classe. En fait, je me souviens qu'il y avait j'avais plus de 10 possibilités, 10 résultats différents dans la même classe. Donc vous voyez les zéros qui se baladent soit avant, après, on ne sait pas bien où les mettre, la virgule qui va à gauche, enfin plutôt à droite, et même des nombres, des opérations posées. Bon, on peut se demander quelles sont justement les procédures des élèves avec des nombres décimaux. La division est assez intéressante, on retrouve exactement le même genre de zéros qui viennent se positionner un petit peu n'importe comment, mais avec quelque chose d'encore plus difficile. Parce que 60 divisé par 100, on trouve souvent des non-réponses. Ça ne peut pas, ça n'existe pas. 67 divisé par 100, 67 est plus petit que 100, donc on ne peut pas diviser en fin de CM2. C'est pas anormal non plus, hein, ça peut être... voilà. Et puis on est toujours associé, vous voyez bien qu'à chaque fois, là, on reste dans les nombres entiers. Hein. Et 325,6 divisé par 10, c'est 32, puis il reste quelque chose. D'ailleurs, il reste 5,6. Hein. Donc avec une écriture, peut-être que les défenseurs du calcul en ligne... non, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, en tout cas, les traces d'élèves, travailler sur des traces d'élèves en formation, c'est vraiment pour moi tout à fait passionnant. J'avais 2 commentaires. Oui, sur ces exercices-là, multiplication par 10, 100 000, ça m'intéresse de faire ces commentaires parce qu'une hypothèse qui n'est pas faite par moi, hein, mais qui est faite par l'équipe de Butlen, Maslow, Charles Pézard, quand ils ont observé les pratiques des enseignants en éducation prioritaire, ont montré quand même que qu'il y avait un certain nombre de difficultés à faire classe qui faisaient que les élèves les enseignants baissaient leurs exigences, faisaient des exercices de plus en plus répétitifs, procéduraux, et donc que ça favorisait pas forcément justement la construction des nombres. Et là, sur ces items-là, il y a un écart impressionnant entre l'éducation prioritaire enfin plus que la moyenne des items, entre éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Et il y a aussi un écart en faveur en défaveur des filles, sur ce type d'item. Sur le calcul mental, je vais en reparler longuement. Pour moi, c'est un matériau privilégié pour entrer en formation avec des enseignants. Parce que c'est le moment de se demander ce qu'il peut y avoir comme erreur, comment les élèves ont fait. Alors c'est une vraie difficulté, parce que justement, dans les évaluations nationales, on n'a pas accès aux procédures des élèves. Donc on ne sait pas notamment s'ils ont posé un calcul dans leur tête ou bien s'ils ont utilisé une véritable procédure de calcul mental. Bon, mais enfin, on pense qu'on veut. Là, on n'est pas, je ne suis pas dans un milieu institutionnel pur. J'y suis, évidemment. Mais on est aussi entre personnes dont le métier est de faire évoluer les pratiques des enseignants pour que les résultats des élèves s'améliorent. On a 1,7 plus 2,3 à l'entrée en 6e et il y a 60% de réussite en 2003. Donc c'était il y a 10 ans, ça. C'était déjà un vrai problème. Quand on regarde le calcul, alors je dis que là, ça c'est sur Créteil, là, ce que vous voyez en rouge, PACEM, il y a quand même 3000 élèves, 2 fois 3000 élèves. Donc c'est un peu étayé. On peut mettre en avant que les résultats de Créteil sont un petit peu en dessous peut-être de moyenne nationale, mais il y avait de l'éducation prioritaire et du hors éducation prioritaire. 5,2 plus 13 plus 2,8, 4 élèves sur 10. 38 moins 1,5, 30% de réussite. 30% de réussite. J'y reviendrai là-dessus, parce que c'est un truc quand même qu'il faut comprendre. Je ne sais pas, vous imaginez les autres résultats? Je vous laisse penser dans votre tête. Il faut en trouver 3. Donc le premier, c'est l'élimination de la virgule. Donc le résultat est 23. Enfin, l'élimination, l'élève fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Alors on ne sait pas si la virgule le gêne, c'est-à-dire qu'il s'est dit « oh, je vais faire comme s'il n'y avait pas de virgule », ou bien s'il a posé son opération dans la tête et qu'il n'a pas remis la virgule mentalement à la fin. Je ne sais pas comment ça... Enfin, je sais pas. Enfin, il l'a éliminé d'une façon ou d'une autre. Donc 23. Non, là, il l'a pas remis, ce que je suis en train de dire de m'égarer. 3,8 moins 1,5. Donc il y a une espèce d'organisation spatiale qui l'intéresse. Je mets les chiffres les uns en dessous des autres. J'ai 2 chiffres, je retire le nombre qui est fait avec les 2 mêmes chiffres. Je me préoccupe, puis j'essaye de m'arranger. Et le résultat
l'erreur la plus fréquente qui revenait, c'était 37,5. Et moi, ça m'a scotché parce que j'étais incapable, tout prof qui avait fait 20 ans d'éducation, d'enseignement, incapable d'analyser d'où venait ce 37,5. Et là, les profs ont cherché, ont demandé aux élèves comment ils faisaient, tous ceux qui s'étaient trompés, et ils nous ont dit 38 moins 1, ça fait 37, et je mets la virgule 5. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de séparation complète entre le symbole, la syntaxe, la conception du nombre. C'est-à-dire que retirer plus que 1, ça fait quelque chose qui est inférieur de 1 à 38, c'est quand même étrange, quoi. Et bien, ça ne dérange pas un certain nombre d'élèves. Multiplication des décimaux, 3 fois 0,5, 3 fois 0,5. Et ça, c'était en 2003. Il n'y a pas un élève sur deux qui donne le bon résultat. Et moi, j'ai reposé les choses comme 3 fois 0,5, pas tout à fait les mêmes, je regrette maintenant. Et j'ai posé 62 multiplié par 0,5. Là aussi, par exemple, dans le cadre d'une réflexion cycle 3, je pense qu'on est limite sur est-ce que tous les élèves devraient le savoir le faire, est-ce que ça fait partie des objectifs que je veux absolument avoir, ou bien je commence à travailler, mais je le laisse aussi pour la dernière année de cycle 3. En tout cas, il y a un score qui est, j'allais dire, très faible. Et là, les réponses qu'on a trouvées sont, la mauvaise réponse majoritaire, c'est 62,5. 62,5. Pourquoi ? 62 par 0, 62. Et puis, même chose, je mets la virgule et le 5 qui m'embête. Voilà. Donc, vous voyez, quand je mets en regard l'hypothèse que j'ai faite au départ, en disant, attendez, il y a un vrai problème sur les nombres décimaux, mais c'est un vrai problème aussi de compréhension conceptuelle des nombres, parce que dire que... pourquoi je plaçais ça à la charnière du cycle 3 ? Parce qu'on va se dire comme prendre une fraction d'une quantité à un moment donné qui pourra s'écrire de différentes façons, ou prendre 50% de quelque chose, et qu'on va arriver à 62 multiplié par 0,5, c'est la même chose que prendre la moitié de 62, que ça soit écrit en mathématiques, dit en français, appliqué en calcul mental, écrit sous forme fractionnaire, il y a un moment donné où on pourra se dire que cette opération-là, qu'elle soit en contexte, en calcul mental, dans un exercice écrit sur un ordinateur, on peut se dire que c'est accessible à un élève de fin de cycle 3. Bon. Mais en même temps, l'écriture 62 multipliée par 0,5, on multiplie par un nombre décimal, c'est une vraie rupture conceptuelle de représentation, parce que ça n'agrandit pas. En plus, le nombre décimal est plus petit que 1. Donc ça fait beaucoup de conflits, ça, dans la tête de certains élèves. Donc ils trouvent des échappatoires en nous sortant un résultat qui leur convient intellectuellement. Sur le calcul posé, alors il y a, là aussi, toutes les évaluations de fin d'école portent sur du calcul posé. Ça aussi, ça sera un vrai sujet de discussion, de formation, de débat dans le cadre du cycle 3. C'est un incontournable à l'école. Les profs de collège n'y accordent pas une super importance. Et c'est maîtrisé à l'heure actuelle par peu d'élèves. Pas tous les élèves. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à insister là-dessus ? Est-ce qu'on modère ? Mais si on modère, comment on fait ? À quoi on s'accroche ? À quoi on s'accroche ? Quelles opérations ? Est-ce qu'on met toujours le paquet sur la division ? Je ne l'ai même pas présenté là, la division. Ou pas ? En tout cas, vous voyez qu'il y a eu chute de 10% sur la multiplication en 20 ans, chute sur la multiplication sur l'addition. Sur la multiplication, on a perdu presque 20 points. Et sur la soustraction, là c'était aussi... Alors c'est pas une soustraction, je ne sais pas si vous arrivez tous à la voir, 4700 moins 2789,7, c'est rude. Et en tout cas... le score est passé de 72% à 50% en 20 ans, avec les mêmes conditions de passage. Alors, je voulais vous faire remarquer que cette fois, dans les calculs posés, les scores des filles, c'est Jean-Paul Fischer, avec lequel on a travaillé pour la conférence de consensus, qui s'est intéressé spécifiquement à la différence filles-garçons et qui a trouvé que les filles étaient meilleures en calcul posé que les garçons. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est anodin, enfin pas anodin, mais si vous voulez faire réussir les filles, posez des calculs posés, interrogez-les. Et dans une évaluation, moi j'ai vu des évaluations variées en termes de score, en termes de conclusion, selon la part de calcul. Une fois que Jean-Paul Fischer nous a alerté là-dessus, on a regardé d'un peu plus près des évaluations
nationale, et on s'est aperçu que la part de calcul posé pouvait évoluer. Et donc, on avait des scores phi qui, effectivement, se rapprochaient ou s'écartaient. Voilà, donc, au bilan, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est donc qu'il y a un certain nombre de types de tâches qui sont mal réussies par les élèves en fin d'école. Donc, c'est un vrai sujet de questionnement pour nous tous. Et que, à côté de ça, et ça, c'est pas moi qui vous le... Enfin, moi, j'y participe, mais il faut s'interroger sur les difficultés d'apprentissage des élèves. Donc, sur les décimaux, on va en évoquer quelques-unes. Il faut mettre au regard de tout ça, effectivement, un certain nombre de choses comme les programmes. Que disent vraiment les programmes ou que disent-ils? Comment ont-ils évolué? Il faut mettre au regard les manuels, dont on a parlé déjà ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces manuels et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on en est là? Et puis, il faut évidemment mettre les pratiques des enseignants dans la classe, au jour le jour, avec la durée qu'ils consacrent, le temps qu'ils consacrent à tel type d'enseignement, l'organisation de leur enseignement, puis quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui est au centre de mon questionnement, puis d'un certain nombre de questionnements de didacticiens, c'est-à-dire le type d'activité cognitive qu'ils suscitent auprès de leurs élèves, et donc type d'activité qui va résulter du choix des tâches qu'ils vont leur proposer et de la façon dont ils vont organiser ensuite en classe la mise en œuvre de ces tâches. Et c'est l'ensemble de ces résultats, l'ensemble de ces questionnements, plus l'audition d'un certain nombre de chercheurs que nous avons mené avec Michel Fayol, qui a conduit finalement à s'interroger sur un certain nombre de questions, d'abord à construire la conférence de consensus sur la numération, et ensuite à définir un certain nombre de questions spécifiques qui ont été abordées pendant la conférence. Donc, cette conférence, je reviens un tout petit peu sur ce qu'elle peut vous... Je crois que vous le savez, enfin, ou en tout cas, je crois qu'un écho a été donné, au moins local, puisqu'on avait la chance d'avoir une représentante lyonnaise dans le jury. Donc, il y avait quatre rapports ont été produits en amont de la conférence. Donc, un rapport qui a été rédigé par Michel Fayol, donc qui avait présidé cette conférence, qui porte sur l'apport de la recherche sur les premiers apprentissages, qu'il vous a présenté ce matin. Vous aurez la version complète donc, sur le site du CNESCO. Un travail de synthèse sur des résultats que j'ai menés avec Jean-Paul Fischer. Et puis, deux autres rapports. Un qui est tout à fait original, puisque je crois, enfin à ma connaissance, c'est la première fois que les chercheurs s'intéressaient à une analyse un petit peu exhaustive des manuels scolaires. Donc sur l'ensemble de l'école élémentaire, donc du CP au CM2, avec une analyse des manuels du maître et des fichiers. Et derniers rapports sont des rapports sur les pratiques justement des enseignants en éducation prioritaire par une équipe qui travaille depuis très longtemps sur cette question. Donc Denis Butelaine, Monique Charles-Pézard et Pascal Masselot. Le rapport a été fait par le rapport précédent là, sur les manuels, c'était Éric Mounier et Marie-Vonne Priolet, qui sont deux chercheurs et formateurs en SP. Vous avez sur le site donc l'ensemble de ces rapports, les vidéos, je l'ai dit, des interventions des experts. Alors là, il y a un vrai travail, on en a parlé avec tout à l'heure en interne. On a une vraie question, et ça, je suis prêt à entendre vos propositions, ou on pourra en reparler à un autre moment. Les vidéos... Moi, j'ai un passé de formateur, donc si on met 2 jours de séances publiques en ligne, je ne suis pas du tout sûr que je vais prendre le temps de regarder les 2 jours de séances publiques en ligne sur des vidéos chez moi le week-end. En revanche, si on attire mon attention sur des moments qui me semblent clés et que je peux utiliser en formation, ça, je vais être preneur. Et vous vous rendez compte que, d'une part, le CNESCO n'a pas pour mission de fabriquer des documents de formation. Donc, ce n'est pas nous qui allons le faire. Et d'autre part, on n'a pas les ressources humaines, même si on était tenté de le faire. Donc, il y a une vraie attente de notre part vis-à-vis des académies pour essayer de travailler sur ces vidéos. Et on est prêt à réfléchir à la façon de mutualiser ces moments clés que vous pouvez identifier et l'exploitation que vous pouvez en faire en formation. Et donc, les recommandations du jury sur lesquelles que je vais présenter maintenant, enfin au moins certaines d'entre elles. Je reviens sur une chose peut-être sur laquelle il faut insister. Il y a 2 aspects
fondamentaux dans le montage et dans la dynamique des conférences de consensus, c'est d'une part la présence de chercheurs, mais la présence de chercheurs qui vont répondre à des questions spécifiques qui ont été élaborées pendant longtemps, avec interaction avec des panels d'IEN, de CPC. Par exemple, une partie des questions qui ont été posées aux chercheurs pour la conférence de consensus a été discutée dans un groupe d'IEN et CPC qu'avait réuni Michel Fayol. Donc c'était des remontées vos remontées qui avaient permis de construire ces questions spécifiques. La deuxième chose, c'est que les chercheurs qui sont sollicités ne sont pas des chercheurs qui viennent du même champ scientifique. Donc là, on a fait notamment se fréquenter lors d'un même colloque des didacticiens et des psychologues. Et c'est tout à fait intéressant de voir leurs approches différentes, et je le disais ce midi, même leur champ lexical différent. Un mathématicien ou un matheux, ou je ne sais pas comment on l'appelle, ne comprend pas forcément ce que raconte un psychologue quand il parle de maths au CP. Moi, j'ai eu 2-3 séances d'imprégnation. On ne parle pas la même chose. Même ligne numérique, par exemple. Ligne numérique, ce n'est pas vraiment un terme qui est utilisé dans le second degré. Donc, par exemple, quantité et grandeur, on ne parle pas de la même chose quand on parle de quantité et grandeur, entre second degré et premier degré. Et donc, il y a tout un sens du nombre, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on parle tout à fait de la même chose. Et donc, il y a ces questions-là sont assez intéressantes. Donc, ils se sont écoutés, et puis la dernière chose, c'est qu'ils se sont adressés à un jury composé d'une vingtaine d'acteurs qui étaient des représentants de l'éducation nationale à différents niveaux, c'est-à-dire de l'inspecteur, du formateur en SP, de l'inspecteur premier degré, second degré, lycée professionnel, enseignants, directeurs d'école, parents. Qu'est-ce qu'il y avait aussi des gens du milieu associatif, donc des gens qui intervenaient dans la construction des connaissances des élèves à différents niveaux ou dans la formation des enseignants. Et donc, ce sont eux qui ont entendu en priorité les recommandations, les exposés des intervenants, qui ont lu leurs réponses aussi par écrit lors de journées de formation, et surtout qui ont rédigé les recommandations, donc sous la présidence d'un autre chercheur en psychologie qui s'appelle Jacques Grégoire, qui travaille à Louvain en Belgique, et qui a coordonner les travaux donc, du jury. Ça a une importance de notre point de vue au CNESCO, c'est que ce ne sont pas les chercheurs qui s'adressent aux enseignants, ce sont, j'allais dire, les enseignants et puis d'autres qui s'adressent aux enseignants et à d'autres, c'est-à-dire les cadres intermédiaires, comme on vous appelle, ou les formateurs, inspecteurs. Voilà. Et ça, c'est assez important parce que ça veut dire que... Enfin, moi, j'ai toujours été frappé par la richesse des apports de la recherche et puis la difficulté quelquefois à faire la transcription entre ce que la recherche me dit et ce que je vais en faire dans ma classe ou ce que je vais en faire en formation. D'ailleurs, ce n'est pas toujours fait pour ça, la recherche. Hein. Mais en l'occurrence, quelquefois, ça peut l'être. Et donc là, l'idée des travaux du CNESCO sur ce type de conférence, c'est justement de faire ce chemin je ne vais pas dire de vulgarisation, mais en tout cas d'accessibilité par un langage qui serait compréhensible par tous. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les recommandations du jury, puisque vous les avez dans le document qui vous a été remis. Je vais simplement essayer de m'attarder présenter les 5 grandes lignes, c'est-à-dire les 5 chapitres qui ont été les 5 grands thèmes qui ont été définis par le jury, et je vais m'attarder essentiellement sur la première, puisque c'est celle qui va nous intéresser davantage aujourd'hui. Faire évoluer les pratiques quotidiennes des enseignants. Vous savez, il y a des travaux, notamment, qui sont largement repris par l'OCDE, mais qui viennent de la recherche, qui disent que dans tous les... On disait tout à l'heure que la France était un pays inéquitable, mais ce qui est reconnu par la recherche, c'est qu'aussi, parmi les facteurs scolaires, c'est-à-dire on élimine les facteurs sociaux, l'enseignant a une part prépondérante dans la construction des connaissances des élèves. Donc, si on arrive à faire évoluer les pratiques quotidiennes des enseignants, on se dit qu'on aura accompli un effort en direction des apprentissages des élèves. Partager avec des parents des occasions d'apprentissage. Imaginez qu'il y ait d'autres lieux que l'école où on apprend. Ça, pour un enseignant, quelquefois, c'est pas facile à admettre. Et sur les mathématiques en particulier, et pourtant, c'est l'exemple qu'on donne, et on a donné quelques exemples dans la brochure, le fait de mettre autant d'œufs dès que les enfants sont petits, on donnait l'exemple de mettre la table, c'est vraiment un travail. Michel parlait de la boîte, là, des boîtes cachées, des nombres d'œufs, mais imaginez qu'on va emporter 7 fourchettes pour mettre la table, sans avoir à compter le nombre d'assiettes, c'est à faire un vrai travail de construction du nombre. Donc par association, on dirait bijection, enfin construction du nombre. Offrir des ressources pédagogiques
de qualité, facilement accessible et adaptative. Ça a été une forte demande du jury. Très compliqué, parce que les ressources pédagogiques sont très nombreuses. Il y en a beaucoup de qualité, il faut les trouver. Vous savez bien que c'est une des questions qui se posent à l'heure actuelle, d'identifier ces ressources pédagogiques. Il y a des ressources qui sont reconnues d'intérêt public, c'est ça, je ne me trompe pas, qui sont RIPées, mais je ne sais pas si on les trouve facilement. Et puis adaptative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve quelque chose, on aimerait bien changer un mot, changer 2 mots, changer un nombre, enfin pouvoir en faire quelque chose. Et donc pour cela, il faut que ça soit prévu, construit en conséquence. Adapter la formation initiale des enseignants, notamment pour le premier degré, ça on l'a évoqué, les accompagner, et intégrer les résultats de la recherche dans les programmes et évaluer leur mise en œuvre. Alors je rappelle que la conférence s'était placée entre la réécriture des programmes et l'écriture des ressources d'accompagnement. Donc on était pas au milieu du gué, parce qu'il me semble que le travail de l'institution, de l'inspection générale, des inspections avait déjà largement commencé. Et donc il était intéressant de mettre, de la part du CNESCO, de mettre l'accent sur l'évaluation de la mise en œuvre. En tout cas. Alors, je vais m'intéresser à l'évolution des pratiques quotidiennes des enseignants en essayant de dire des choses, comme ça a été rédigé un petit peu par le jury, repris par le CNESCO, pour essayer de comprendre, on va dire, des points forts qui pourraient être des points d'appui pour une formation. La première des choses que j'ai oublié de rajouter sur la diapo, c'est la manipulation. La manipulation, Michel Fayol en a parlé ce matin en disant que c'était effectivement la première étape de la conceptualisation. Mais c'est une chose qui a tendance à être oubliée dès qu'on quitte la maternelle. Alors, je suis absolument pas connaisseur des pratiques des enseignants en maternelle, mais je suis allé souvent dans des classes de l'école primaire, l'école élémentaire, puis je connais assez bien les pratiques de collège. On imagine que les élèves, justement, peuvent passer peuvent se passer de manipulation. Et on imagine qu'ils peuvent franchir des sauts conceptuels importants sans même avoir à manipuler ce qui deviendra des nouveaux nombres, mais qui ne sont pas des nouveaux nombres. Alors, il faut faire attention quand on parle de manipulation, parce qu'on connaît tous les travers de la manipulation, c'est comme les travers du jeu. On disait tout à l'heure qu'il faut encourager le jeu. Un élève qui joue n'apprend pas forcément, un élève qui manipule n'apprend pas forcément, et il faut que la manipulation soit inscrite dans un projet didactique. Il faut qu'il y ait une intention de faire apprendre un élève. Alors une intention qui peut être explicite ou une intention qui peut être masquée, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une intention de la part de l'enseignant pour dire, à la fin, moi je sais pourquoi je fais faire ça, parce qu'à la fin, je veux que l'élève sache ça. Alors ça ne veut pas dire que ça va déboucher directement sur la fin du cours, bilan de savoir, je ne sais pas comment vous appelez ça, institutionnalisation, et donc on va coller nos parts de pizza, et puis on va les réunir, et puis on va dire qu'un demi plus un demi, ça fait 1. C'est pas forcément comme ça, c'est pas comme ça que je l'entends. C'est pour ça que quand je disais une certaine pratique du calcul mental, c'est un peu la même chose. Là. Une certaine manipulation peut permettre des progrès chez les élèves, des constructions des connaissances.